Donc Jean-Pierre Garcia, 24 juillet 2020. Une date importante. Donc je me présente rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà puisque je suis webmaster d'un site qui s'appelle Rennes Le Château Archives. Et j'ai déjà un parcours sur l'affaire de Rennes qui est assez large, on va dire, puisque je suis sur l'affaire depuis, on va dire, les années 2000. Et ça m'a permis de travailler sur beaucoup de sujets. Là, je m'apprête à expliquer un certain nombre de choses sur les derniers travaux de l'année, à partir des années 2010, où on a commencé à mettre en valeur un certain nombre de pistes extrêmement importantes qui nous amènent à un secteur très important qui est dans la région d'Arques, qui s'appelle le Bézis. En fait, j'ai tendance aujourd'hui à l'appeler vraiment le système du Bézis parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a tout un aspect historique, géologique qui est assez magnifique dans ce coin-là. Alors comment on y arrive? En fait, on ne s'est pas réveillé un matin pour aller voir ce coin. Ça s'est fait de manière un petit peu par le hasard. L'idée à un moment donné qu'on a eue, et c'est une idée qu'on a eue dans les années 2010, elle a germé avec mon complice Patrick Merle, ça a été de reconstruire le plan du domaine de la Bessonnière, mais d'une manière beaucoup plus proche de la réalité, puisqu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce domaine, il y a des plans qui existent, il y a des cadastres qui ont été faits, on les connaît. Malheureusement, ils sont tous plus ou moins faux, c'est-à-dire que quand on essaye de les coller sur des photos satellites, on s'aperçoit que tous ces plans ont des angles, ils ont des proportions qui sont pas bonnes. Donc on a commencé ce travail-là. L'idée qu'on avait, c'était de construire un plan exact, le plus exact possible, avec une idée derrière la tête, c'était de partir du principe que ce domaine pouvait peut-être nous dire quelque chose par rapport à une carte. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Ça a nécessité à peu près 2 ans de travail, hein. C'était assez laborieux parce que en fait, quand on travaille à partir de photos satellites, il faut bien faire attention, il faut travailler sur des principes d'homothétie et de dessin vectoriel, parce que quand on pousse les murs d'un côté, on agrandit d'un autre côté, donc là, il y a tout un travail pour arriver à faire coller une carte, enfin un plan sur une carte satellite. Ça a pas mal marché, donc au bout de 2 ans, on a réussi à avoir ce que j'appelle aujourd'hui un plan de référence du domaine qui colle assez bien, c'est-à-dire que quand on prend ce plan et on le superpose à la photo satellite, on a de très bons résultats. Et c'est là où on a des surprises, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que pendant des années, on a pensé par exemple que le parc du domaine était carré. Alors en fait l'explication c'est parce que évidemment il y a 2 tours, donc il y a tout de suite l'allusion aux 2 tours d'un échiquier, etc. Et donc il y a énormément d'auteurs qui sont partis là-dessus en partant du principe que ce parc était carré. En fait il n'est pas du tout carré. Quand on regarde le plan, il est complètement déformé, il est un peu écrasé sur les côtés. Donc ce plan révèle un certain nombre d'erreurs que les auteurs ont promenées année après année, et donc on a été obligé de se remettre en question sur pas mal de points. La deuxième surprise, alors ça on s'y attendait un petit peu parce qu'on avait déjà quelques soupçons, c'est que ce plan a permis de révéler une géométrie extrêmement élaborée, c'est-à-dire que la construction de tout le domaine
aussi bien le calvaire, le parc, tout cet ensemble est posé, est architecturé selon ce qu'on appelle une géométrie sacrée. Ce qui est assez étonnant et à la fois un peu perturbant, parce que le problème c'est que on se dit mais Saunière n'a pas pu faire ça tout seul, ça n'est pas possible. Ça n'est pas un projet d'un seul homme. Donc forcément, on rentre dans la thématique classique d'une organisation derrière, ou en tout cas d'une œuvre collégiale qui a mis en place cette chose-là. Et ce qui conforte aussi l'idée que Béranger Saunière était sans doute quelqu'un qui a été utilisé, qui a été instrumentalisé pour construire ce domaine. Donc ça c'était la deuxième surprise, et donc bon, moi j'ai passé pas mal de mois derrière pour mettre en valeur cette géométrie. Ça marche pas mal, hein. On se retrouve avec des triangles d'or, on se retrouve avec des triangles sacrés, des triangles 3, 4, 5, donc on voit bien qu'il y a une architecture complexe de ce domaine. La troisième surprise, la plus belle, c'est que, et ça c'est pareil, bon, Patrick avait une idée, mais là bon, on a pu la mettre en valeur, c'est qu'en fait on a trouvé le moyen de fixer le plan du domaine sur une carte. Et ça c'est assez extraordinaire, parce que dit comme ça, on pourrait se dire, bon bah après tout, il y a 10 000 solutions de coller un plan sur une carte. En fait, aujourd'hui on est sûr d'avoir la solution. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont codé cette architecture, ils ont été assez malins pour mettre ce que j'appelle des détrompeurs, c'est-à-dire des indices dans le domaine qui vont matcher avec des indices qui sont sur la carte géographique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le procédé, qui est assez simple, enfin, voilà, il faut suivre une certaine règle, mais on y arrive très bien. Il y a ensuite des indices du domaine qui viennent se coller sur le plan géographique et qui permettent de dire c'est bon, c'est juste. Je suis sur le bon calque. Et à partir de là, ça ouvre toute une étude, puisque effectivement, dès qu'on part dans l'hypothèse que le domaine est une carte, en fait, c'est un sort de croquis qui vient se coller à une carte géographique pour nous montrer des choses, eh bien là on a une multitude de portes qui s'ouvrent. Donc ça c'est un des volets, et ce volet très important, c'est une des pistes majeures que je présenterai ce soir lors de la conférence. Et cette piste est majeure parce qu'elle va nous emmener vers le Bézis, justement. La deuxième piste très importante, qui s'est un petit peu faite en parallèle, est basée sur un tableau qu'on connaît aujourd'hui, hein, que les chercheurs ont essayé de retrouver pendant des années. C'est le fameux Saint-Antoine de Téniers, qu'aujourd'hui on connaît, il a été révélé en 2011. Et c'est pareil, ça s'est fait un petit peu par hasard. On a eu un peu l'idée de l'étudier, mais d'une manière un peu plus pragmatique. Toujours pareil, alors il y a un indice très important qui est dans ce tableau, en fin de compte, qui est un profil du Bugarra, qui est au loin, qui est vraiment dans un petit détail dans le tableau. Et c'est ce petit détail qui nous a permis d'orienter le tableau, puisque l'idée qu'on avait, c'était si le tableau est important, c'est qu'il représente quelque chose. Et donc on a su, à un moment donné, par un raisonnement topographique, orienter l'observateur, comme s'il regardait le tableau. Et on a pu construire sur le plan géographique une ligne directrice qui nous a permis de trouver un certain nombre d'éléments. Et cette ligne directrice nous pointe vers le Bézis. Donc aujourd'hui, j'ai la quasi-démonstration que ce tableau, qui a été fait en 1670 par Téniers, évidemment nous parle de l'énigme de Rennes, mais nous montre aussi le Bézis, notamment la Berco Grando, qui est le début de la vallée du Bézis. La troisième piste que je vais présenter, qui est aussi extrêmement importante, c'est les auteurs. Il se trouve que
quand on a su que le Bézis était important, on a mis plusieurs années à visiter cet endroit, parce que en fait c'est un endroit qui est assez complexe. Déjà il est dangereux. C'est une gorge qui est très encaissée. C'est un ravin. Donc c'est assez dangereux, c'est laborieux, c'est sauvage. Donc on a mis beaucoup d'années à le parcourir, parce que voilà, on ne savait pas trop ce qu'on cherchait non plus, hein, donc il a fallu le visiter. Et entre-temps, à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'assez formidable, c'est qu'il y avait un mystère dans cet endroit-là. C'est le Bézis, parce que le Bézis, en fait, c'est un petit cours d'eau, c'est un petit ruisseau qui coule dans les gorges. Et ce qui nous avait étonné depuis le début, c'est que ce ruisseau, en fait, dévale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau en amont et il est sec en aval. Donc on a eu une problématique très rapidement d'essayer de comprendre où passait l'eau. Donc alors ça s'est passé pareil, hein, sur pas mal de temps. On a commencé à descendre le Bézis par l'amont. On s'est retrouvé à un moment donné, on ne pouvait plus y accéder parce que c'est un sort de torrent, donc il y a des baignoires énormes, il y a de l'eau. Donc on a été obligé d'arrêter, on a repris le problème dans l'autre sens, on est remonté et on a fini par trouver l'endroit où l'eau disparaît. Donc c'est une sorte de petite, c'est très joli, c'est une sorte de petite plage avec des petits cailloux blancs. On voit l'eau qui arrive et puis qui disparaît dans le sol. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à cet endroit-là, en levant les yeux vers le haut, il y a une énorme aiguille rocheuse qui est là et qui domine ce point-là. Quand j'ai vu cette aiguille, évidemment, j'étais déjà un petit peu dans l'ambiance. J'ai tout de suite pensé à Maurice Leblanc, à l'aiguille creuse. C'était tellement évident pour moi, après toutes les lectures que j'ai faites sur le sujet. Il y a eu un déclic, c'est incontestable, il y a eu un déclic. Et à ce moment-là, je me suis mis à revisiter un certain nombre d'auteurs. Maurice Leblanc, bien sûr, l'aiguille creuse, mais beaucoup d'autres auteurs, notamment Chateaubriand, Balzac, voilà, toute une mouvance, Edgar Poe. Et c'est là où on se rend compte qu'on a affaire vraiment à des érudits, c'est-à-dire qu'ils ont mis on va dire, ils ont caché des messages, c'est le mot, hein, sous différentes formes. Hein. Alors ça peut être la langue des oiseaux, ça peut être des jeux de mots, ça peut être des anagrammes, des tas de choses. Et on voit bien, quand on étudie de près toutes ces formes de messages codés, on voit qu'ils nous parlent du Bézis à mots couverts. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des pistes qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres, parce que le domaine de la Bessonnière ou Edgar Poe, on peut dire il n'y a pas grand-chose à voir a priori, hein, ça part peut-être quelques hypothèses. Mais là, on a quelque chose qui commence à être probant. Et, donc, ça s'est fait comme ça. Donc ensuite, on a continué évidemment à visiter les gorges du Bézis. On a fini aussi par trouver 2 grottes. Qui sont dans la Berco Petit Eau, qui rappellent les 2 grottes rondes et triangulaires qu'on voit sur le tableau de Téniers. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec tout un système très intéressant. Et la meilleure preuve, c'est que quand on rentre dans cette vallée, on ne peut pas échapper à ce que j'appelle la tête de l'Indien, qui est un des rochers des Toustounes. Donc c'est vraiment un visage d'Indien qui regarde la vallée, on dirait qu'il médite en fait. Et je trouve que c'est très joli parce que cette tête de l'Indien, je la retrouve citée notamment chez Balzac et même chez Boudet, qui va nous parler de la vallée de la Tête. Hein, il va utiliser en fait la rivière de la Tête pour faire ses jeux de mots habituels. Il va nous parler de la vallée de la Tête. Donc évidemment, si on ne connaît pas le Bézis, on ne peut absolument pas comprendre où sont les allusions. Mais une fois qu'on connaît ce secteur, toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Donc
Voilà, toutes ces recherches-là, en fait, n'ont pas été faites par hasard. Je ne suis pas allé par hasard dans Béziers. J'y suis allé parce que j'ai été poussé par le son de pistes et d'éléments qui m'ont amené là-bas. Aujourd'hui, je suis conforté par plein de choses, puisque bon, maintenant que je sais que c'est important, maintenant, j'ai plus qu'à gratter. Et puis voilà, j'ai des confirmations maintenant qui m'arrivent de toutes parts. Voilà. Donc ce lieu est important. Je ne dis pas que c'est le seul lieu de la région, hein. Il y a d'autres lieux qui sont aussi importants. Mais celui-là est particulièrement important parce que si on voit que des auteurs en parlent, les auteurs 18e, 19e en parlent, si on voit que Boudet en parle, si on voit qu'il y a un tableau de Ténier qui le montre, si on voit que le domaine de Béranger Saunière le montre aussi, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'important là-bas.